Donc bonjour à tous, merci d'avoir choisi la conférence sur les USA. La concurrence était rude. Donc je m'appelle Thierry Bernier, je suis directeur général du cluster numérique. Et rapidement, le cluster numérique fédère 260 entreprises de filière numérique en Rhône-Alpes. Et on travaille énormément sur le partage de bonnes pratiques et la croissance en fait, de la filière. Donc là, on est vraiment dans le cadre de partage de bonnes pratiques, puisque je remercie mes intervenants d'aujourd'hui. Donc Timothy Sommet pour Tilki, Emmanuel Olivier, qui est le directeur général d'Esquer, et puis Fabrice Lacroix pour Antidote, qui vont en fait vous faire partager leur retour d'expérience, puisqu'ils ont tous effectivement, ils sont tous développés sur le marché américain. Ils sont tous revenus un petit peu des spots. Alors vous avez vu le libellé de la conférence. On parlait de SF. Est-ce que SF est le meilleur endroit pour attaquer le marché américain? On va généraliser un peu et on va englober New York dans la réflexion. Donc parce qu'il y a un spot côte Est, un spot côte Ouest. Donc est-ce que New York et SF sont les meilleurs endroits pour se déployer aux US? Et puis nos interlocuteurs vont nous expliquer si c'est effectivement le bon endroit ou pas. Donc je vous laisse vous représenter, surtout présenter votre société, un peu la taille, et puis pourquoi vous êtes aux US et qu'est-ce que vous attendez de cet export sur les US? Alors de taille, petit ou gros? Allez. Bonjour à tous, je suis Timothée, CTO de Tilki. Pour vous expliquer ce que c'est que Tilki, est-ce qu'il y a des commerciaux là dans la salle, des gens qui vendent des choses? Est-ce qu'il y en a qui adorent faire de la relance auprès de leurs clients? Leurs prospects, merci. Moi, c'est pas mon cas du tout. Et voilà, c'est notre mission chez Tilki. On va vous enlever cette pain de la relance et vous permettre de prédire vos ventes et d'automatiser un peu le process de vente. On a fondé Tilki il y a 2 ans et demi avec Steven, mon associé. Et puis très vite, on s'est rendu compte que notre marché, il n'était pas en France. En particulier parce qu'il n'est pas assez mature, qu'il y a un besoin, mais pas de demande. Donc depuis 2 ans, on évangélise. On est une douzaine aujourd'hui, on a plus de 500 clients qui vont de la start-up à Orange, Gazprom, Cegid, Esquer, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et notre marché est vraiment aux États-Unis, là où les forces commerciales ont un process beaucoup plus carré. Voilà pourquoi nous, on veut y aller. Je parle après de mon expérience US. Donc Emmanuel Olivier, je suis directeur général d'Esquer. Esquer est une entreprise basée à Lyon. On est spécialiste des solutions de dématérialisation en entreprise. On aide les entreprises à fonctionner sans papier. On a 30 ans d'existence. On est aux États-Unis depuis 1991. J'ai moi-même été en charge de la filiale pendant plusieurs années. C'est toujours le cas d'ailleurs, parce que c'est plus aussi direct. On réalise sur les États-Unis à peu près 40, cette année ça sera 42-43% de notre chiffre d'affaires. C'est notre premier marché, depuis très longtemps. C'est celui qui se porte le mieux, c'est celui qui croît le mieux et c'est le plus rentable pour la société. On fait au total à peu près, on va faire cette année 56-57 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. On est aujourd'hui à peu près 400 collaborateurs. Bonjour, Fabrice Lacroix, je suis fondateur et patron d'Antidote. On est éditeur logiciel spécialisé dans les moteurs de recherche et le traitement d'informations textuelles. On avait historiquement quelques gros clients aux US, mais qu'on traitait depuis la France, donc ce n'était pas une démarche internationale. Et il se trouve que depuis 2 ans, on a un nouveau produit qui est sur les enjeux de l'usage de la documentation technique. Comment on transforme l'usage de la documentation technique et on en fait un valeur pour l'entreprise, changer l'accès, la façon de lire la doc. Et c'est un produit sur lequel on a bossé pendant assez longtemps et qui ne se vend qu'aux US. On l'a présenté en France aux US il y a 1 an et demi, on a commencé à essayer de le vendre. Le marché français et européen n'a pas compris le produit et quand on était présenté au marché américain, on a eu le réflexe inverse qui était ce produit dingue qu'on en veut. On était confronté à ça, donc on a été emmené sur le marché américain, enfin on a été demandé par le marché américain. Donc depuis 1 an et demi, moi je passe toute la moitié de mon temps là-bas à faire les premières ventes, à déployer la boîte. Voilà, et donc ça a bien une part significative qui continue le chiffre d'affaires en plein déploiement sur les US. Donc il y a des niveaux de maturité différents dans le process. Alors, on parle souvent de French Touch, maintenant de French Tech.
c'est un avantage, c'est un inconvénient? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est quand on part comme ça sur le marché US, comment on prépare sa boîte? Alors du coup, ça m'était adressé directement. Là, je reviens de 6 mois à Philadelphie, de janvier à juillet. On a fait un premier voyage exploratoire avec la métropole l'an dernier. Et puis on a décidé de se lancer, d'aller voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Donc je me suis installé moi. Et là je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas prêt du tout. Malgré tout l'accompagnement qu'on avait reçu, malgré tous les conseils qu'on nous avait donnés sur le marketing, sur le produit, on était encore très loin du compte. Le produit, bien évidemment, un petit peu différent. Alors c'est con, mais des erreurs de traduction, il y en a toujours. Et ils ne voient que ça. Et puis, en fait, surtout au niveau de la boîte, on était une boîte franco-française, créée par des Français pour des Français. Un exemple, nom de domaine principal.fr, nomail.fr. Quand on arrive aux US, il faut changer tout ça. Ça ne passe pas du tout. Voilà. Donc là, je viens de rentrer en me rendant compte que c'était un petit peu tôt pour nous. L'avantage, c'est qu'on a fait un test, on n'a pas cramé énormément non plus. Pour moi, on a fait en fait une petite partie de poker. On a débarqué avec un jeu qui était un petit peu faible. On s'est fait rétamer au premier tour. Au lieu de faire tapis, on est rentré. Et là, on est en train de retravailler. On a complètement changé de posture. On embauche ou des anglophones, ou au moins des Français qui sont totalement bilingues. Il faut changer la boîte. C'est aussi con, mais en ce moment, j'ai encore des commerciaux qui me demandent pourquoi est-ce qu'on sort les docs en anglais ou en français. Il faut travailler là-dessus, changer les mentalités dans l'équipe, encore une fois la posture de la société. Et puis, avec l'expérience qu'on a eue des États-Unis, on est en train de changer le produit pour passer d'un nice to have à un must have. Parce qu'un autre retour que j'ai eu, c'est que je me suis vraiment senti comme le petit roumain qui débarque. Alors quand on est français, quand il s'agit ou de placer des profils quand on est ingénieur, ou de parler de gastronomie, de luxe ou de tourisme, on a une certaine légitimité, mais quand il faut vendre du soft, c'est un tout petit peu différent. Et là, on n'était pas capé pour ça à l'époque. C'est un peu différent, mais c'est un peu différent pas parce qu'on est français, c'est un peu différent pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il faut bien comprendre une chose, les Américains sont, je suis désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est dans mon expérience vraie, c'est des gens qui sont pragmatiques. Ils s'en foutent que vous soyez roumain, français, pakistanais, ou ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'est-ce que vous leur apportez, quelle est la valeur de ce que vous avez, en quoi est-ce que vous êtes différent des autres, et à la fin du jour, comme on dit, le ROI, c'est quoi? C'est tout ce qui les intéresse. Le reste, c'est de l'anecdotique, c'est du décor. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire que c'est pas important. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes français, vous venez avec une image qui n'est pas la vôtre personnelle, l'image de la France que vous représentez, et l'image de la France qu'ils ont eux en tête. Ça, vous ne changerez jamais. C'est un fait. Il faut que vous serviez de ça à votre avantage. Pourquoi? Parce que tout l'environnement d'une discussion, y compris professionnelle, d'une présentation de votre solution est important. C'est le chit-chat autour de ce que vous faites avec vos prospects, avec vos clients est important. Et le fait que vous êtes français, en fait, c'est un avantage. Et vous devez essayer, c'est un avantage pas parce que vous êtes français versus anglais, allemand, etc. C'est un avantage d'être différent. Les Américains sont sensibles à la différence. Par contre, cette différence relationnelle ne va pas se traduire de leur part par une décision d'achat qu'ils vont devoir objectiver. Donc, la clé absolue aux États-Unis, j'y reviendrai plusieurs fois, c'est fondamentalement le marketing, mais pas le marketing au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire les salons, les shows, les emailers, les graphiques, et ça, encore une fois, c'est que du décor. Le marketing au sens marketing mix, marketing 101, mon produit, il fait quoi, il vous apporte quoi, à quel prix, à qui je parle, pourquoi est-ce que je suis légitime à vous parler et pourquoi est-ce que je peux vous apporter quelque chose, ça c'est le cœur de tout, pardon. Et quand vous avez ça rock solide, vous pouvez travailler les à côté, et encore une fois, le fait d'être français, dans mon expérience, français et encore une fois différent, c'est un avantage. Si vous êtes vraiment fort sur vos bases, vous pouvez utiliser ça comme différenciateur. Sinon,
de mon point de vue, c'est pas la peine. Un avis qui rejoint tous les deux un peu mix quand même. Ils ne craignent pas la différence, ça c'est certain. Le fait qu'on soit français, c'est pas ce qui gêne pour la vente. Tout le monde a signé là, dans les 10 derniers mois une grosse dizaine de ventes avec des très grosses boîtes. Et le truc intéressant, ils n'ont jamais demandé ni nos bilans, ni notre rentabilité, ni rien. Et pour des produits qui mettent au cœur de leur process, c'est ça qui est étonnant. On vient de signer une vente avec Workday, qui est dans les HR, qui est la nouvelle unicorn. Les mecs, ils prennent ça pour mettre l'email de leur produit. On va être au centre du produit. À aucun moment, le mec a dit vous êtes rentable, vous êtes gros. Savoir qu'on était, peut-être un jour, je leur ai dit voilà, on est 50, bien enregistré, mais les mecs ne sont pas dit on est une boîte d'1 milliard, vous êtes au cœur du truc, est-ce qu'on prend un risque? Il n'y a pas une boîte française qui aurait acheté le produit comme on l'a vendu là-bas. C'est étonnant, ils ont une acceptation du risque qui est énorme. Donc ça donne une capacité de vente et de pénétration du marché qui, pour le coup, est facile, entre guillemets. Je pense que l'inverse est impossible en France. Je crois plus facilement aux États-Unis qu'en France, ensemble. Donc il y a cette acceptation de la différence et il y a cette acceptation du risque qui fait qu'on a une chance de le faire. Et là, je te rejoins après, c'est qu'en revanche, cette acceptation du risque et de la différence, ils vont envers des Français, mais ils vont envers d'autres boîtes américaines, des boîtes allemandes avec qui on est en compétition, avec le monde entier qui vient vendre sur ce marché-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à avoir une vraie différence, et il faut avoir un facteur différenciant dans son produit. Et nous, là, ça fait très longtemps que ceux qui sont chanteurs pour en témoigner, on va aller à l'international, ça fait 5 ou 6 ans que c'est une stratégie pour en dire, on n'y était pas allé avant il y a 2 ans, parce qu'on n'avait pas le produit, j'avais pas trouvé le produit, qui fait que on était convaincus que ça serait facile, qu'on avait le couteau à couper le beurre, on avait le truc, ça allait rentrer tout seul, qu'on avait le bon couteau pour le bon truc. On avait le bon produit, le marché nous l'a demandé, donc on s'est dit on peut y aller parce qu'on a un truc unique. Il faut avoir un truc unique qui permet de faire le bon marketing qui va avec, parce que des boîtes comme nous aux États-Unis, qui font pour chaque boîte, une boîte comme la tienne, une boîte comme la tienne, une boîte comme la mienne, des boîtes qui font les produits qu'on fait, il y en a 10. Donc la question c'est pourquoi un Américain qui va débarquer, qu'on soit français, allemand ou américain, pourquoi il prendrait plutôt une boîte française qu'une boîte de... Enfin, pourquoi moi qui débarque, pour le coup on est quand même roumain parce qu'on n'a pas le support sur place, on n'a pas le bon marketing nécessairement et tout. Donc il faut vraiment avoir un produit différenciant pour le coup. Donc mon truc, c'est de dire, il faut être sûr qu'on a un produit qui nous permet quand même une proposition de valeur, quand un produit c'est une proposition de valeur qui permet de ressortir du marché, de dire j'ai quelque chose d'unique, vous allez m'acheter mon produit parce qu'il y a un truc que les autres ne font pas, et que ce truc, je vous l'explique, c'est en effet, vous faites un truc unique, il en est besoin, et là il va dire, puisque vous l'avez, vous êtes le seul, c'est pas grave que vous soyez français, mais par contre, il faut du commitment, il faut être là, il faut montrer qu'on ne va pas partir, on n'est pas là pour faire une vente et s'arrêter là. Ça, c'est un autre enjeu, ça, voilà. C'est aussi un peu, il faut que les gens sentent qu'on est. Workday, je veux bien acheter une boîte française, mais vous êtes une boîte française, vous allez quand même mettre du support, Chine, vous allez être là. Le risque est limite, quoi. Voilà. Quand le risque est suicide. Voilà, c'est ça, ils ont une espèce de limite fine quand même, il faut trouver. Ils ne suicident pas vraiment. Non, voilà. Quelles sont les spécificités, alors vous les avez un peu abordées, mais quand on négocie commercialement ces offres, quelles sont les spécificités du marché US? On pense souvent par exemple à la forte prédominance du juridique dans les relations. C'est compliqué quand on s'implante. Emmanuel, tu m'avais dit que par exemple quand Escar avait mis un pied sur le marché US, vous aviez quelques concurrents américains qui vous attendaient un peu en franc-tireur et qui avaient gentiment actionné la carte juridique pour essayer de freiner votre arrivée. Oui, effectivement. En fait, c'est vrai que l'environnement juridique américain n'a strictement, profondément rien à voir avec ce que l'on peut connaître en France. Alors c'est vrai que c'est une problématique de gens qui sont un peu déjà implantés, qui ont des premiers succès, mais effectivement, il faut prendre en compte, à mon avis, dès le départ, le risque juridique, c'est-à-dire que on n'est jamais à l'abri du succès, et si on a du succès, on risque de se faire prendre par cet aspect-là des choses. On pourrait faire une conférence de plusieurs heures sur le sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous faire sortir du marché américain complètement par des concurrents qui ont le bon argument juridique, notamment dans le logiciel. C'est-à-dire que le brevet en matière logicielle existe, et que sur la base d'un brevet que vous n'avez ou que vous n'avez pas, et faire attention parce que les brevets aux États-Unis peuvent breveter des choses qui peuvent vous paraître triviales ou évidentes, mais qui n'empêchent sont brevetés, et sur la base de ce brevet, le détenteur peut vous sortir du marché. Donc c'est une question qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte les coûts associés à cet aspect des choses. Un procès aux États-Unis, c'est des centaines de milliers de dollars de coûts de défense et des millions ou dizaines de millions d'euros de risques. Et donc ça aussi, il faut le prendre en compte.
Un autre aspect juridique également qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est vrai que les États-Unis, c'est un marché de lawyers, enfin, je veux dire, c'est un pays de lawyers. Donc, y compris dans une négociation avec un prospect, il va falloir avoir investi en amont sur ces contrats, de manière à pouvoir plus facilement passer l'obstacle des départements juridiques de nos prospects et clients. Ça dépend à qui vous vendez, encore une fois. Enfin, si vous vendez des entreprises un peu structurées aux États-Unis, vous passerez par un département juridique. Si vous n'avez pas anticipé la question, vous allez prendre le mur. C'est-à-dire qu'on aura vendu, on aura passé l'étape de la proposition de valeur, on aura convaincu tout le monde, on aura passé l'étape budgétaire, on aura passé toutes ces choses-là qui sont déjà suffisamment compliquées, mais après, si on n'a pas anticipé le mur, on aura un souci. Il faut l'anticiper. Il y a énormément en fait, de structures qui sont pertinentes sur les US pour vous accompagner. On parle de la CCI, forcément tout ce que fait UBI aussi, l'État français. Quels sont les acteurs en fait, qui vous ont aidé, qui ont pu vous aider, et à quel moment? Et quels sont ceux avec lesquels, en fonction des phases, en fait, des phases d'implantation, enfin des phases dans votre implantation, il ne faut pas perdre trop de temps, par exemple au début ou à la fin. Comment vous voyez les choses par rapport à ces différents acteurs? En retour d'expérience, on a commencé la démarche en fait avec la CCI de Lyon. Une très bonne cellule d'accompagnement, en tout cas sur la partie US que nous on a vécu. Il y a des dispositifs de la région, des aides, comme je crois une équipe de mémoire qui prend en charge la moitié du coût d'un cadre export, etc. Donc ça nous a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier. On a aussi fait partie de la délégation de métropole qui est partie avec M. le maire l'an dernier. Voilà, tout ça, ça aide à rassurer un petit peu. Et qui t'a fait porter un t-shirt Tiki d'ailleurs? Ouais, il était cool, c'était vraiment joli. Ensuite, on s'est fait accompagner par la chambre franco-américaine, donc à Philadelphie, là où j'étais. Ça nous a permis, enfin, pour moi qui arrivais comme ça, un peu, tout seul, c'est aussi rassurant d'avoir un contact sur place qui nous fait un premier coup de main, francophone, qui nous aide à retravailler sur le marketing mix, qui a beaucoup plus les réflexes que ce que nous on peut avoir. On a travaillé avec Landing là-dessus. Maintenant, c'est pas une fin en soi, ça a duré quelques semaines. Il a fallu passer à autre chose et vraiment se concentrer sur les acteurs américains. Et nous, l'étape d'après, on n'a pas eu l'opportunité de démarrer encore, et c'est vraiment de passer avec des acteurs américains. Et c'est ça, c'est la limite que j'ai ressentie sur la vision, que ce soit chambre franco-américaine ou du France, une petite limite où ça ne vient pas des Américains et pas perçu de la même façon. Je ne sais pas ce que vous en dites, vous. Fabrice, toi, tu as fait UBI-IO, par exemple? Oui, en fait, sur des structures, ce sont des désinhibiteurs. C'est plutôt ça. Ça permet de... On a toujours cette espèce de petite peur d'y aller, ça met en confiance, ça aide, ça crée un truc, mais ça ne fait pas le produit, ça ne fait pas le marketing, ça ne fait pas la vente, ça ne fait rien de... Chaque fois, il vous dit, on va vous trouver des contacts. Il y a toujours l'offre de, on va vous trouver des contacts, on va vous aider à prospecter. Ça ne marche pas, en fait. Cette partie-là ne marche pas, pour moi. Donc, pour le coup, de ce fait, avec le programme, la mission d'Explore, ça vous met dans un avion, voilà, petit à petit, ça désinhibe, ça enlève des peurs, ça facilite sur des facilitateurs psychologiques pour moi, mais en aucun cas, c'est un peu dur pour eux, mais ce qui est déjà énorme en fait, parce qu'il y a des gros sujets, je pense que pour la plupart des Français, c'est déjà de monter dans un avion. Et en fait, le premier truc à faire, moi, c'est une boîte qui doit y aller, c'est de faire exactement ce qu'a fait Tim, on l'a fait l'année d'avant, c'est de monter dans un avion, d'aller passer 6 mois dans le pays, voilà, il faut le faire, c'est comme ça. Et au moins on comprend, on revient, après on se dit, bah, la conclusion de Vicky, c'était de dire, bah, nous on n'est pas prêt, on revient un an, on se prépare, on y retourne, et nous ça a été de dire, on y est à peu près, donc on enchaîne. Voilà, mais on a passé du temps à évaluer le marché avant sur le produit, mais c'est ça, il faut déjà aller passer 6 mois, monter dans un avion, prendre un appart, et s'installer là-bas. Il n'y a pas d'autre solution. Donc là-dedans, les structures, quand on débarque avec CDS, c'est vraiment ça, on débarque. Tu débarques à Philadelphie avec tes nouvelles loges, tu les poses, tu dis bon, après, tu as un peu prévu le truc de trouver un endroit pour tomber, mais je vais voir qui le lendemain, parce qu'une fois qu'on a sa piole de tech dans son appart, c'est le lendemain. Je vais où, je fais quoi? Il n'y a personne. Donc c'est là où les cellules, parce que c'est le premier contact, ils nous en donnent un deuxième, ils nous en donnent un troisième, et puis au bout d'un mois, 2 mois, on connaît tout le réseau français, à force. Surtout à Philippe. Surtout à Philippe, voilà.
ça va super vite, c'est ça qui est intéressant, parce que ce sont des réseaux quand même qui sont hyper connectés, très proactifs et vachement sympas, quelles que soient les villes des États-Unis dans lesquelles on démarre, je fais des deux côtés, ça va très très vite, pour peu qu'on joue le jeu et qu'on ait rencontré, voilà, sur les structures qui aident à ça, qui désignent qu'il y a des premiers pas, mais qui font pas le business. En fait, ça nous amène vite au cœur du problème. Voilà. Mais ça ne résout pas. Donc ça accélère un petit peu, effectivement, l'accès au sujet. Ce qui est déjà énorme, parce que comme le temps c'est de l'argent, ça permet d'aller plus vite face au présent jeu. Ok. Et on entend beaucoup parler en ce moment du Patriot Act, du Safe Harbor, enfin, l'annulation du Safe Harbor. C'est des sujets qui sont importants aux États-Unis. Est-ce que c'est des sujets pour vous dans vos business quotidiens? Alors, nous, oui, c'est un vrai sujet. Parce qu'on a des clients. On est à l'étape d'après. En fait, honnêtement, hein, le Safe Harbor, ouais, c'est l'idée de dire. Safe Harbor, c'était un accord entre la communauté européenne et les États-Unis qui, en gros, considérait que les données personnelles hébergées aux États-Unis, données personnelles européennes hébergées aux États-Unis, étaient dans un environnement sûr. Cet accord entre la communauté européenne et les États-Unis vient d'être annulé par une décision d'une Cour européenne. Et on est aujourd'hui dans une situation d'incertitude complète. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, si on applique un petit peu mécaniquement les processus juridiques, il est illégal d'héberger des données personnelles européennes aux États-Unis. Quand on est dans le cloud, comme nous tous, c'est un vrai problème auquel on a à répondre. Ceci dit, pour être honnête, c'est un problème pour nos clients européens, pas pour nos clients américains, puisque eux, de toute façon, ils s'en foutent, ils sont très bien, ils sont au courant complètement qu'ils sont espionnés par la NSA. La plupart sont complètement d'accord avec ça, ils n'ont pas de souci avec ça. C'est un vrai problème pour nos clients internationaux ou nos clients européens qui nous ont accompagnés aux États-Unis ou qu'on a accompagnés aux États-Unis et pour lesquels on a quelques données hébergées sur le territoire américain. Fabrice? Sans commentaire, le même. Ouais. Ok. C'est pas un sujet pour les Américains, on est sujet de la vente à des Américains. Ils s'en foutent. Ils sont sous Patriot Act, ils savent, donc le Patriot Act règle tout. On va y arriver. J'avais une question sur la démarche commerciale. Parce qu'on entend souvent, et c'est le cas, j'ai pu le constater au CES, mais qu'on peut à peu près approcher n'importe qui, obtenir des rendez-vous d'une vingtaine de minutes, ce qui est un petit peu plus compliqué à faire en Europe. Du coup, on a l'air comme ça, quand on dit ben, c'est super, on peut voir qui on veut en 20 minutes, c'est génial. Forcément, ça ne doit pas être aussi idyllique que ça. Donc c'est quoi le pendant de ça? C'est-à-dire qu'on voit vraiment les gens et on arrive à les convaincre ici tout de suite, ou c'est plus compliqué? Un truc qui m'a vraiment bluffé, c'est que, je sais pas vous, mais moi mon agenda il est calé sur les 2 prochains mois, quasiment. Pour arriver à un créneau d'1 heure ou d'2 heures, c'est compliqué. Chez eux, c'est d'une semaine sur l'autre. Et c'est impossible de prendre un rendez-vous à 3 semaines. Je vous dirais, mais c'est vraiment d'une semaine sur l'autre. Le gros avantage de ça, c'est qu'on peut effectivement toucher quasiment n'importe qui. Ils sont relativement dispo et ouverts pour un rendez-vous de 20 minutes. C'est 20 minutes, c'est pas 25. Et du coup, on a intérêt super sharp. Donc, passer les 5 minutes de chit-chat sur la finale de baseball, on enchaîne sur le pitch, et il faut être vraiment au taquet. Pas perdre de temps. Et on n'a pas 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de rendez-vous à la française, où on s'étend sur vraiment convaincre, et pas de deuxième chance. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est pour ça qu'ils peuvent prendre un rendez-vous la semaine prochaine. Si tu prends des rendez-vous de 20 minutes, c'est des rendez-vous de 20 minutes. Donc on peut en faire plus, quoi. C'est vrai qu'on peut voir n'importe qui. Enfin, moi, j'avais pas besoin de le voir, mais quand j'étais à SF, il y avait un mec, il avait un truc qui intéressait Salesforce, il avait rendez-vous avec Benayef la semaine d'après. En France, avoir le rendez-vous avec le patron des SAP, t'oublies, quoi. Le mec, c'est pas possible. On dit dans 1 an, et encore, et j'en plus tard. Et le mec l'a reçu. Alors, il donne soit 20 minutes, soit 1 heure, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent au bout de 20 minutes s'ils voient qu'il n'y a pas de business. Alors ça, la contrepartie, c'est que c'est ok, je présente, on fait ça, et le mec, il peut très bien dire, c'est vachement bien, mais ça ne m'intéresse pas.
tu peux aller voir machin, ciao. Et donc le mec il a gagné 40 minutes pour aller faire autre chose, il a coupé le rendez-vous comme ça. Donc et le mec qui a acheté, il dit non mais, et c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est pas un jugement valeur. En France tu vas dire ça c'est rare. Non, le mec il dit ton truc est super bien, mais moi c'est ok, je vois pas d'issue business pour moi, ou le produit m'intéresse pas. Ok, mais c'est sorti les bonus, là c'est avance. On est dans le pragmatisme le plus complet, hein, donc c'est avec ses avantages et ses inconvénients, mais il n'y a pas tellement d'inconvénients. Hein. C'est vrai qu'il faut pas d'inconvénients. Comme on dit, enfin, il ne faut pas le prendre personnellement. Il y a un business case où il n'y en a pas, il y a un intérêt où il n'y en a pas. Si il n'y en a pas, ça ne sert à rien, même pour nous, de rester plus longtemps. Donc on a vu un peu comment justement on peut faire son approche commerciale, sur qui on peut s'appuyer, les spécificités du marché. Maintenant, du coup, on revient un peu sur le libellé de la conférence, de la table ronde. Alors, je sais que certains d'entre vous ont essayé plusieurs endroits aux États-Unis. Alors, SF ou pas SF? New York, pas New York? Nous, alors ça fait longtemps qu'on est aux États-Unis, hein, mais quand on s'est implanté aux États-Unis, on y est allé comme toi. Le patron, il a pris sa valise, il est allé s'installer, il s'est dit bon, moi je suis dans le soft, je vais aller à San Francisco. C'est là que le soft est, déjà à l'époque. Et c'est ce qu'on a fait. Clairement, dans notre expérience, ça n'a servi à rien, dans le sens où on s'est retrouvé un parmi des milliers, pour pas dire plus, à avoir un message qui en plus n'était pas au niveau, parce qu'on avait les mêmes problèmes, le cœur du problème reste là, hein, à San Francisco comme ailleurs, donc on n'était pas prêt, on s'est rendu compte que tout est 3 fois plus cher qu'ailleurs, que, y compris recruter des salariés c'est un problème. Ça, tout le monde s'en rend compte. Par contre, les garder, c'est un problème encore plus grand. Donc, vous payez des gens très chers pour des niveaux discutables, vous les formez et après ils partent. Donc, c'est une espèce de machine à perdre de l'argent extrêmement efficace. Alors, moi, ma position, c'est pas une position qui consiste à dire San Francisco oui ou non, New York oui ou non. En fait, c'est ok, je vais, attitude typiquement américaine, je vais aux États-Unis pour faire quoi? Pour vendre quoi à qui, et quels sont mes arguments que je vais pouvoir développer pour avoir du succès. Si mon objectif est d'aller vendre de la techno à d'autres éditeurs de logiciels qui vont l'intégrer, bah, peut-être que San Francisco c'est l'endroit où il faut être, et tant pis si c'est cher. Parce que si c'est là qu'il faut être, bah, on met les moyens, on y va. Si mon objectif c'est de vendre en B2B des entreprises industrielles, j'ai absolument aucune raison d'aller me mettre à San Francisco et de payer tout 3 ou 4 fois plus cher, alors qu'en fait mes clients sont pas là du tout. Si je veux lever de l'argent dans le soft, bah, peut-être que oui, la communauté des ventures dans la Silicon Valley est plus habituée à traiter des entreprises logicielles qu'ailleurs, encore que ça se discute. Parce qu'en fonction de la taille, on peut aussi se différencier à l'ailleurs. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre expérience San Francisco, c'était une catastrophe commerciale et financière, que la Californie du Sud, qu'on a essayé également, c'était pas beaucoup mieux, Orange County, Anaheim, etc. Et qu'aujourd'hui, on est implanté dans le Midwest, au milieu de nulle part, il fait moins 30 l'hiver, c'est très, très, très sympa. C'est la première fois que je vois des gens traverser des lacs en voiture, au milieu, tiens, un mètre de glace, ça tient. Et on est proche de nos clients, on a des gens, on a une université de 50 000 étudiants chez nous, donc on recrute des gens qui en plus ont envie de rester là, qui sont contents de travailler pour nous, et avec une loyauté bonne pour le marché américain, on est proche de nos clients et ça fonctionne très bien, on est très heureux d'être là. Fabrice? On a commencé aussi par San Francisco, donc en 2014, passé 6 mois là-bas, on n'est pas resté non plus. Je rejoins un peu l'analyse, c'est vachement bien de commencer par ça quand même, surtout pour tester le marché, parce que ça va plus vite, tout va plus vite là-bas, à San Francisco, New York aussi, petite différence après. Donc c'est intéressant parce qu'on gagne du temps et en l'occurrence on marquait l'assessment que le temps c'est de l'argent. On va beaucoup plus vite, tout est plus... les mecs sont plus intelligents que partout honnêtement, enfin, on rencontre des mecs qui comprennent votre business, qui comprennent ce que vous voulez faire, qui donnent des idées tout le temps, donc c'est hyper intéressant pour ça. L'endroit pour apprendre et tester, c'est super. Après, pour se déployer réellement, n'y être en effet que s'il y a un vrai intérêt. Dans notre cas, on vend du soft en B2B. Tous nos clients américains sont de partout aux États-Unis, donc on n'a aucun intérêt.
c'est intéressant pour le coup si on est dans, ça pourrait être un problème d'écosystème par exemple, si on a des softs qui sont très intégrés, même si ce ne sont pas des clients, ou si on travaille beaucoup avec, il y a des boîtes qui ont des softs et qui sont toujours intégrés avec Dropbox, Salesforce, voilà, donc il y a des mecs qui ont 40 connecteurs, donc c'est pratique parce qu'on est proche de tous ces mecs-là, on peut les voir le lendemain, on peut aller voir le patron des partenariats et ainsi de suite. Ça marche, moi j'ai besoin de voir Salesforce et Zendesk. J'ai vu le patron des partenaires de Salesforce en une semaine, et j'ai vu le cofondateur de Zendesk en 15 jours, pour dire comment on peut avoir tout le monde facilement. Donc les mecs nous ont identifiés, maintenant le mec, si un jour il dit bien compris, c'est facile, j'ai le mail, voilà. Donc ça c'est utile. Moi j'en avais 2 à voir, c'est tout, je n'ai pas raison d'ouvrir votre là-bas, tout coûte, alors c'est plus 3 fois, c'est devenu 8 fois plus cher. Donc non mais c'est impossible, on ne touche pas un mec, personne ne veut bosser pour vous, donc on n'est surtout pas resté, après il y a des décalages horaires pour rester connecté à la France et tout. Donc on a fait le choix de revenir côte Est. On s'est posé la question dans ce choix-là, après de dire bon, ben, où est-ce qu'on va sur la côte Est pour être plus connecté à la France. On vend du B2B, New York, alors New York est plutôt en monde, mais plutôt la partie B2C. En fait, en Francisco, une particularité, enfin, la vallée, en Francisco, une particularité, c'est que c'est B2B et B2C. C'est historiquement du B2B, ouais, parce que Silicon Valley, c'est des fondateurs, plutôt à San José, pas du tout à San Francisco. San Francisco était quand même un taudis jusqu'à il y a 5-6 ans, 10 ans. Personne n'habitait à San Francisco, pardon, Tenderloin pour les drogués, mais et c'est vraiment, et en fait c'est San Francisco a pris le B2B et dans le prix B2C, en fait dans la vallée on a vraiment cet écart entre San Francisco est très dans le B2C maintenant, avec les Twitter, ces gens-là dans San Francisco. Le B2B reste très dans la vallée, Palo Alto, Sunnyvale et tout. Et en fait, ce double truc qu'on trouve au même endroit, ce qui est assez unique, serait parti plutôt dans le B2B est à Boston et le B2C est à New York. Et New York a bien joué le coup parce que New York est venu se positionner sur la côte Est pour récupérer le B2C en fait, et toute la dimension web. Donc pour Blend, j'ai envie de dire, puisqu'on est à Blend, ça fait sens pour des boîtes du web pur d'aller à New York. Pour des boîtes de B2B, bibliothèque, booster, ça reste plus intéressant d'aller à Boston si on veut être dans un écosystème. Nos clients ne sont pas là-bas, Boston reste cher, New York reste cher. Après, c'est intéressant, on trouve des compétences. Nous, dans le B2B, une grosse partie des clients qu'on va viser sont à Boston, donc c'est intéressant. Mais on n'a pas besoin d'être proche d'eux pour autant. C'est ça qui est intéressant aux US, c'est qu'on n'a pas besoin d'être. De toute façon, ces clients sont partout aux US. Et les Américains ont l'habitude d'acheter, un Américain qui a sa boîte à Miami ou à Minneapolis a l'habitude d'acheter un produit, un mec qui est à Portland ou à Boston ou n'importe où. Donc, comme ils ont cette habitude-là, on n'a pas besoin, on ne peut pas être partout de toute façon. Voilà, il faut choisir une ville qui vous convient par rapport à des enjeux organisationnels, de budget, d'écosystème, que ça fasse sens, ou aussi pour emmener ces Français, parce qu'il y a un autre truc, c'est que vous emmenez une partie de votre boîte, de mecs français, leur dire, tiens, tu veux pas partir aux États-Unis pour la boîte, je te colle à Kansas City, chez les Mormons. C'est sûr que c'est moins sympa que de vendre l'histoire, de dire à ces Français, tu veux pas aller à Boston ou à New York. C'est pas le même storytelling non plus, donc il y a d'autres trucs comme ça à prendre en compte. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est juste des vrais fantasmes. Surtout vu le niveau de maturité des boîtes françaises, de se dire j'ai besoin d'être à San Francisco ou j'ai besoin d'être à New York. C'est pas un besoin, c'est un choix avec des conséquences hyper importantes. Ça doit être un choix, et vu comme un choix, avec plein de critères d'évaluation, mais c'est pas un besoin nécessaire. Et avec des coûts derrière qui sont juste délirants. Timothée, parce que moi, du coup, on était dans la même délégation du Grand Lyon. Je t'ai vu effectivement réfléchir New York, Boston, New York. Ah, puis peut-être cette petite SF, peut-être SF, pourquoi pas, etc. Et puis la dernière fois qu'on s'est échangé de l'info, finalement, tu avais atterri à Philadelphie, donc ni l'un ni l'autre. Comment s'est fait tout ce cheminement-là? Pourquoi Philly, ouais. La question que tout le monde me pose. Donc d'abord, effectivement, côte Est, à cause du décalage horaire en particulier, et puis oui, on n'avait pas beaucoup d'intérêt. Notre objectif à Berlin, c'était de vendre. À des clients qu'on avait identifiés, donc des mid-size ou enterprise size qui sont utilisateurs de CRM. On a regardé un petit peu la carte des États-Unis et 70% ils sont sur la côte Est, entre Boston et Miami. Premier point. Donc effectivement, on avait ces 3-4 villes-là, Boston, New York, Miami et Philadelphie. Philadelphie, le truc, parce qu'a priori on ne connaît pas Philly, même si c'est la 5e ville des US, le truc nous a été donné par la Chambre de commerce là à Lyon, vous allez voir au moins. Philly, c'est deux fois moins cher que Boston et New York, tout compris. La qualité, le niveau de vie, si on veut embaucher là-bas, ils ont quand même une des universités UPenn qui est Ivy League, donc ils ont des très bons profils. Et puis, ce qui aussi nous a séduit, c'est la qualité de vie.
moi, j'ai découvert Philadelphie. Moi, je suis pas lyonnais. J'ai décidé de m'installer à Lyon en quittant Paris parce que j'avais envie de vivre dans une ville plus agréable. Et ben, j'ai ressenti exactement la même chose entre New York et Philadelphie. Donc j'ai tout de suite accroché avec cette ambiance. Et puis, comme ce que tu disais, Fabrice, ils s'en foutent. Ils ont l'habitude, les Américains, ils ont l'habitude de travailler entre eux. Il y a combien 3 heures de décalage entre les deux. Donc ils ne nous demandent pas, comme un Français qui, quand je traite avec Paris, nous demande de prendre un TGV pour être dans leur bureau le lendemain. Les Américains ont fait un Skype. Et du coup, Philly, et accessoirement, Philly-New York, c'est 2 heures. Donc quand j'ai besoin d'être dans des soirées, dans l'écosystème, voilà, de récupérer, bah, c'est un parion. En bus, et ça coûte $8. D'accord, c'est pas un gros budget. Il y a le wifi dans le bus, on peut. Et il y a le wifi, on peut bosser. Boston, j'ai fait 2-3 fois, c'est un aller-retour en avion, ça coûte $200 dans la journée. Il y a Washington qui a 2-3 heures. Exactement, on est au milieu. Parfait. Donc enfin, voilà, on a essayé d'écouter nos grands frères pour être. Et puis objectivement, on n'avait pas beaucoup de pognon pour ça, donc on a choisi un spot qui correspondait à nos budgets, à nos besoins. C'est le headquarter de SAP pour les US aussi. Oui, il y a quelques très belles boîtes. Une ville de 5 millions de personnes quand même. Bon, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on laisse, parce qu'on a forcément effleuré le sujet et pas traité toutes les dimensions. Donc, vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenants. Donc je vous propose qu'on garde les 10 minutes, 15 minutes qui restent pour des questions de la salle. Bonjour. Est-ce qu'il faut forcément embaucher des Américains quand on s'implante aux US voilà, est-ce qu'un team sans Américains, c'est viable? Je crois qu'il unanime là-dessus. Je me permets de démarrer parce que vous aurez beaucoup plus d'expérience. Moi, mon ressenti aujourd'hui, après l'expérience que j'ai eue, quand on va revenir, première chose à faire, c'est embaucher un Américain. C'est clair. Enfin, pour nous, pour moi, c'est embaucher un Américain. Ça ne veut pas dire l'embaucher et puis reprendre l'avion et le laisser tout seul. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Embaucher un Américain et rester là pour être avec lui. Vous avez de l'expérience là-dessus? Alors nous, opérationnellement, pour monter dans le temps, on met des Français pour la partie support, parce qu'il y a pas une connaissance du produit, de rapidité de mise en œuvre, et de trouver des bons profils techniques, c'est pas forcément très simple aux US, plus il faut les former pour qu'ils deviennent vraiment performants. Nous, on a déjà des clients là-bas, sur ces petits comptes qu'on a signés en quelques mois, on a besoin d'être réactif avec eux, donc on fait un peu de trucs à faire, ça permet d'avoir une partie de la culture. Clairement, sales et marketing, c'est que les embaucheurs. Alors de questions même de... voilà, il y a tout un truc culturel pour vendre. Il faut arriver avec un produit bien packagé, parce qu'un sales américain, c'est du sales. Et un sales qui fait du closing, il ne fait pas de la chasse. Et il faut qu'on lui donne des styles, donc il faut 2 mecs de marketing, et il y a le mec qui fait... Et le problème, c'est qu'on n'embauche pas 2 mecs, d'habitude, quand on commence à monter un groupe commercial, c'est quasiment 4 ou 5 tout de suite. Et ils ne sont pas et ça c'est un truc, ils ne sont même pas multicartes pour les Français. On peut prendre un type en France qui est un peu, je bidouille mes slides, je chasse un peu, je close 3 sales. Pas du tout. Le mec comprend là-bas qui fait inside sales, qui fait du closing, il faut lui amener pipe sur le bureau le matin et dire voilà, tu as tous ces trucs qui sont mûrs, tu discutes avec eux, ça veut dire qu'il y a les mecs qui font le marketing pour la partie de generation, ainsi de suite. Et il faut prendre des Américains pour ça. De toute façon, donc, la réponse à la question est oui, il faut prendre des Américains, mais le problème, il faut en prendre un. Au moins 2 ou 3 pour commencer, pour arriver à peu près à couvrir le spectre commercial marketing, et c'est là qu'il faut les prendre, c'est sur ça qu'il faut les prendre. En plus, ils sont meilleurs que nous, honnêtement, je pense qu'ils sont formés à ça, ils sont bons à ça, mais si on veut former des Français pour amener la culture et la boîte et le savoir du produit. Et ça permet en plus d'avoir, même quand on repart, si vous êtes là, vous repartez une semaine en France, ça permet d'avoir des Français sur place, ça permet de garder espèce d'œil de Moscou et de présence de la boîte quand même aussi. Oui, non, pareil. Mais enfin, franchement, on a des filiales dans beaucoup de pays. Enfin, cette approche-là, elle est valable partout. Enfin, il faut des Italiens en Italie, des Espagnols en Espagne, hein, enfin, sincèrement. Et il faut aussi maintenir un lien avec la maison mère pour qu'on s'assure que ce qui est raconté correspond à ce que l'on fait, que voilà, la direction qui est prise correspond à la direction qui est prise par l'entreprise. Ça, c'est vrai.
partout. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait moins 30 en hiver, là. Ouais, tu t'es implanté. Ça veut dire que les collaborateurs français en hiver, tu les envoies là-bas à moins 30? Bien sûr, j'y vais moi-même. Mais c'est Ça se passe bien? C'est vachement bien. On a une prix spéciale pour acheter une Pour faire du 4x4 sur le lac, d'accord. Bah ouais, non, c'est cool. Non, mais oui, il fait moins 30 en hiver, mais il fait beau aussi. À Philadelphie, il fait aussi assez froid en hiver. Moi, j'y ai vécu 2 ans, donc je connais. C'est très très bien. Il fait froid, mais il fait beau. Il faut faire partout les en hiver sur la côte est, quasiment jusqu'à Raleigh, jusqu'à la North Carolina. Même chose à Washington, c'est pourtant vachement au sud, il fait super froid. Clairement. Pour revenir du CES, c'est En fait, toujours simple ça d'ailleurs. tombe comme ça de Boston jusqu'à Washington, c'est quasiment la même température. Donc en fait, il ne faut pas se baser là-dessus, parce que j'avais regardé, c'est un des critères de choix, je me dis que l'hiver ça va être affreux. En plus, on sortait des hivers à New York, Boston, qui est tout à fait 2 hivers de suite à moi. Et en fait, quand je regarde les cartes de météo, je me tapais les cartes de météo et de température de toute la côte est, et grosso modo, jusqu'à la Caroline du Nord, c'est pareil. Donc c'est même pas un critère de choix. On peut pas se dire, ouais, je vais aller plutôt vers le sud, je vais aller à Philippe pour échapper à Boston. Il faut aller à Miami. Voilà, enfin après, Miami, c'est vraiment la rupture, il faut passer la Caroline en fait. Ouais. Après, c'est un autre monde quand même. C'est vraiment un autre monde. Attends, j'arrive, oui. T'inquiète pas, Je t'en prie, je suis là pour toi. Oui, bonjour, Olivier Marx, Digirox. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama entre les différences d'animation du pipe commercial entre les US et la France? Donc, reprendre un peu chacune des étapes parce que vous parliez tout à l'heure du juridique qui était traité différemment. Et Fabrice parlait aussi du fait qu'il fallait que le marketing amène des leads hyper qualifiés à un sales pour qu'il les transforme. Je crois que c'est typiquement américain aussi et qu'il y a un bon bouquin là-dessus de l'ex-patron de Salesforce. Donc est-ce qu'on peut avoir ce jeu des 7 erreurs, des 7 différences en fait? Merci. Je me permets de démarrer avec des anecdotes parce que c'est au cœur de notre... J'ai pas assez d'expérience pour faire un retour sur notre boîte, mais c'est notre métier, donc on accompagne nos clients là-dessus. J'ai le directeur commercial d'une grosse boîte de télécom française avec un logo orange, qui nous explique les droits, enfin les yeux dans les yeux, qu'il est incapable d'imposer un process à ses commerciaux. Et un exemple, donc nous on envoie des notifications aux commerciaux pour leur dire bah, c'est le bon moment de rappeler votre prospect. Et il y a un de ces commerciaux qui est venu se plaindre en disant c'est un tiki, ça fait 5 mails qu'il m'envoie sur le même prospect, ça commence à me lourder votre truc. Et tu te regardes, mais tu l'as appelé? Bah non, ça je le ferai après-demain, quand j'aurai le temps. Voilà. Cet exemple-là que je vous donne, que vous retrouverez peut-être dans vos boîtes, si je donne le même exemple aux États-Unis, c'est inenvisageable pour eux. Il y a un énorme gap à ce niveau-là. C'est un petit peu ce que disait Fabrice, ils sont monotâches, et par contre, le process, ils le suivent. Parce que la contrepartie de l'exemple aux États-Unis, c'est dans les outils de market automation qu'on met en place. Quand un lead est considéré comme chaud, il est donné dans la CRM à un commercial à appeler. Et si dans les 2 jours, le commercial ne l'a pas appelé, ça déclenche une escalade à son boss. Et le mec peut être viré pour ne pas appeler les clients dans le temps, et c'est dans les outils. C'est monitorer les temps, parce que après, le mec dit j'ai fait le call, il dit la tâche a été accomplie et tout. Et en fait, ça fait partie des trucs, et le mec, ça peut être une faute de ne pas appeler le client dans les 2 jours, et l'outil trappe le fait que le mec ait bien respecté les 2 jours. Donc on est quand même dans le truc interne où ça devient. Les mecs, c'est l'inverse de la France. Tout est différent dans le process. Alors on peut redétailler le process. Ouais, on peut redétailler le process, mais c'est vrai. En fait, le problème en l'occurrence, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Non, mais sincèrement, quoi, ce que tu décris, c'est une attitude latine. Moi, chez Esker, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'implémenter un process unique dans toutes nos filiales. Donc les Italiens et les Américains suivent le même process sur le même CRM avec les mêmes étapes et en théorie tout en anglais. Bon, il y a un petit peu de déviance par rapport à cet idéal en fonction des personnes et en fonction des localisations. C'est vraiment, enfin globalement on y arrive quand même. Et ce que tu décris, ça, nous on l'a implémenté en France. Donc Marketo, en l'occurrence qu'on utilise aux États-Unis, on l'utilise en France de la même manière. Et finalement on arrive à faire marcher. C'est-à-dire que, mais on s'est mis dans un état d'esprit qui consiste à dire finalement, quand même, regardons la taille du pays, regardons le succès, regardons ce à quoi ils peuvent arriver, et finalement, est-ce que c'est pas à nous un peu d'essayer de changer et d'être plus proche d'eux plutôt que l'inverse? Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et honnêtement,
ça marche pas mal. Et franchement, on dit les Américains ont telle et telle caractéristique. Vous allez en Angleterre, sur un process commercial, vous n'êtes pas si loin de ça, de la même chose. Ils ont le même process, la même rigueur, le même focus sur des métriques quantitatives sur le nombre d'appels. Dans notre bureau anglais, on a un grand écran, une petite boîte en Angleterre, une douzaine de personnes. On a un écran avec en direct le nombre d'appels par commercial dans l'heure, sur la semaine, comparaison à l'objectif, etc. Et c'est affiché devant tout le monde. Hein. Bon, en France, on n'a pas fait ça encore, parce que on a un CE, tout ça, bon, ça se fait pas. Mais fondamentalement, on pourrait, quoi. Pour revenir sur ta question, je sais qu'on marche pas. Il y a un truc intéressant, c'est que les Américains modélisent et processent tout et mettent les outils en place avec. Donc en fait, et donc l'état de l'art avance petit à petit avec les outils. Et aujourd'hui, il y a grosso modo 4 grandes étapes. Ils ont 2 étapes dans le marketing, 2 étapes dans le sales. Les grandes étapes du marketing, c'est lead gen et le nurturing. Donc il y a vraiment, dans la partie lead generation, c'est vraiment brand awareness. Donc comment les mecs entendent parler de moi et s'intéressent. Il y a le moment où ils viennent, ils disent votre produit peut peut-être m'intéresser, donc là il y a la phase de nurturing, donc ils ont d'autres stratégies, ils essaient vraiment d'éduquer le client, donc on est vraiment expliquer pourquoi ton produit est meilleur, ce qu'il va apporter, quel va être le ROI. Les mecs ne t'appellent même pas, hein, c'est à toi de pousser du contenu là-dessus. Et puis après on rentre dans on considère après ils ont des terminologies qui sont market ready, machin. Et après, ils rentrent plutôt dans la phase commerciale, et là, ils ont 2 phases. On retrouve les 2 phases, ils essaient de découper. Alors, il y a plein de théories, ils théorisent beaucoup là-dessus en ce moment. Ils sont assez clairs sur la partie amont dans le marketing, sur lead generation et nurturing. La partie aval, il y a encore ça ne marche pas partout, ça dépend des types de produits, mais grosso modo, il y a des essais de dire est-ce qu'on a plutôt une partie justement, ça s'appelle sales rep, donc le type qui récupère quelqu'un de mature et qui continue à qualifier, mais qui n'est pas un closer en fait. Et d'avoir après des gens qui font que du closing. Donc en fait, toutes les boîtes ne sont pas d'accord, tous les théoriciens de la vente ne sont pas d'accord. Le débat est encore ouvert. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas voir qu'ils ont énormément de trucs, ils le processent, ils prennent des métriques, ils font des benchmarks, il y a des mecs qui écrivent des articles, des bouquins complets là-dessus, par type de produit, par vitesse de malheur. Voilà, ils ont à peu près réglé, ils sont plus clairs sur le marketing, sur la partie amont, c'est plus mature, sur la partie sales, il y a encore un peu... C'est pas qu'ils sont plus clairs, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Voilà, mais en fait, c'est vrai que par rapport à la France, ces discussions-là existent. C'est-à-dire que quand on va aux États-Unis et qu'on requiert, on va réfléchir à notre stratégie commerciale avec les gens là-bas, effectivement, là, il y a de la matière, hein, il y a des bouquins à lire et il y a des discussions un peu sans fin, quoi. Après, bon, chacun prend sa décision, donc c'est vrai qu'on a des étapes modélisées, on a un processus de vente à 5 étapes, en plus du marketing, donc ça va assez loin. Et on a fait le choix d'avoir une seule personne impliquée, c'est-à-dire un commercial qui prend, on va dire, un hot lead du marketing et qui amène jusqu'au closing. Mais c'est vrai que la question de séparer le développement du lead, enfin de l'opportunité et le closing du lead, se pose. Après, il faut voir qui on est, les moyens qu'on a et le degré de sophistication qu'on veut apporter, quoi. Ouais, les boîtes qui font du test AB là-dessus, c'est super drôle. Ils prennent leur pipe, ils le coupent en 2, et il y a des endroits où ils disent bah, toi tu préfères qu'un, il y a des mecs qui font tout, puis d'autres qui font, il y en a un qui fait le sales rep et le sales closing, le sales, et ils regardent ce qui marche le mieux, donc les mecs sont super. Ils essaient toujours d'optimiser leur truc, ils sont drôles d'ailleurs. C'est des discussions qui sont très intéressantes quand on a établi et qu'on a une force sur place, c'est sûr. Ouais. Il y a un autre point aussi, moi, qui m'avait interpellé, c'est parce que j'ai découvert chez Salesforce en particulier le customer success. C'est que le commercial, il ne s'arrête pas le jour où ils ont signé. Peut-être paraît évident, mais en France, ça l'est peut-être un peu moins. Tous les mois, il rappelle. Tous les mois, il rappelle le client pour savoir où est-ce qu'il en est, quels sont les nouveaux problèmes qu'on peut les aider à résoudre, etc., etc., etc. Et ça fait partie de leur process. Oui, alors ça c'est vrai. Et il faut pas. C'est vrai que c'est pas quelque chose. De manière en général, hein, le customer service en France, c'est pas forcément. C'est pas notre fort, on va dire. Là-bas, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas que. C'est pas tant un facteur de différenciation qu'un facteur d'échec. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, ça va être une vraie catastrophe. Il ne faut pas hésiter à être à l'américaine. Pendant très longtemps, on continue d'ailleurs, quand on signait un deal un petit peu significatif, plutôt quand on était en production sur ce deal-là, on faisait carrément, on en faisait un événement festif avec le client.
un client que je vais voir assez régulièrement à Pittsburgh. On vend des solutions de démat, donc quelque part on a un message, débarrassez-vous du papier, sauvez des arbres. Quand on a lancé la solution, quand on était live avec la solution chez ce client, on a planté un arbre. Donc on a fait une cérémonie, on a planté un arbre, il y a un panneau, c'est le coup de paper tree de Esker qui est là, et à chaque fois que j'y vais, ben on va voir l'arbre. Et alors, ça fait rire tous les Français, et là-bas c'est typiquement le genre de truc. Alors, ça les fait rire aussi, hein, mais quelque part, ça vous positionne culturellement comme un acteur qui les aide à évoluer, qui s'implique avec la boîte. En plus, vous pouvez faire l'arbre qui est là pour durer, etc. C'est un style, en fait. Voilà, mais il ne faut pas avoir peur. J'ai envie de dire, si on raisonne cette fois-ci pas sales, mais plutôt marketing, communication, aux États-Unis, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Première chose à savoir. Moi, quand j'étais avant Esker chez Ernst & Young, première Christmas party, donc la Philadelphie, on est à 2000 consultants à peu près réunis pour la Christmas party de la boîte, et vous avez le patron du bureau qui descend habillé en Superman avec tous les attributs que vous pouvez imaginer, du sommet du Dôme du Franklin Museum. Bon, bah ça, je vous mets au défi de faire ça chez Ernst & Young à Paris. C'est hors de question, et là-bas, voilà. C'est la culture américaine, et ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Et on a apporté ça en France dans les salons. Un salon professionnel en France, traditionnellement, c'est vous avez un stand pareil que tous les autres. En général, vous mettez des couleurs gris et rouge pour faire statutaire. Vous sortez des gens en costard-cravate qui s'ennuient sur le salon en attendant qu'il y ait quelqu'un qui veuille leur parler. Vous allez à un show aux États-Unis, et le raisonnement, chez nous, hein, c'est pas en théorie, le raisonnement c'est tous en bon, ok, qu'est-ce qu'on fait cette année pour faire que les gens, ils s'arrêtent pas sur notre stand, mais ils viennent sur notre stand parce qu'ils en ont entendu parler. Et alors on fait, je vous donnerai les détails off the record, mais on peut tout faire. On a fait un happy hour avec de l'alcool sur le salon, donc à bar, on a fait des trucs les plus fous. Et ça marche, et vous avez énormément de contacts qui viennent vers vous, et puis si ça ne vous fait pas des projets automatiquement, ça vous fait de l'awareness clairement, et ça fait que les gens viennent vous voir, et on fait en France maintenant comme ça, et ça fonctionne. Donc en fait, ce que j'aime bien avec les États-Unis, quand on est une boîte internationale, c'est que ça vous donne des idées qu'on peut développer dans d'autres pays, y compris la France, et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent parce que ça vous permet de vous différencier de ce que font les autres, parce que malheureusement, le marché français est un peu cadré. J'en profite, je rebondis. On a profité, on a été invité à un salon à Vegas, 400 startups, donc il faut se différencier là. Et ben on a embauché trois nanas la veille, au black, habillées en mode tiki, qui prenaient les cartes de visite à l'entrée en promettant un voyage aux États-Unis. Bon, c'est moi qui l'ai gagné le voyage. Enfin, un voyage en France, pardon. Et maintenant, sur tous les salons en France, on fait gagner un truc. Mon associé se balade habillé en renard, notre logo. On a un énorme renard gonflable de 2 mètres de haut. Alors ça tique un peu, on fait du gros hacking, on met des affiches dans tous les chiottes. Ça tique un peu, mais ça passe. Ça passe, et dans le salon, les 3 derniers qu'on a fait, tout le monde nous connaît. Allez, encore une ou deux questions? Bonjour, Claire Premal de Milesia. On a des problématiques un peu plus, un peu différentes des vôtres parce qu'on est B2C. On n'est pas, on a du soft, on est aussi dans le hard. Donc on a des problématiques de fabrication, de logistique, de communication une fois qu'on est sur place parce qu'on va s'adresser au grand public. Est-ce que vous avez des exemples de sociétés françaises qui ont été confrontées à la même chose que ce à quoi on va se confronter? Et qui ont réussi. On va aller voir les mecs de Netatmo ou... Ouais, non, on va aller voir Netatmo Wizix, on va aller voir ces gens-là, ouais, parce qu'ils sont dans le B2C avec du hard et du soft mélangé. Il faudra aller voir. Je pense qu'en plus, comme ils l'ont fait, le chemin, il doit être facile à joindre. Enfin, maintenant, ce sont des gens... s'aperçoit que les gens qui ont fait le boulot doivent être super dispo, en fait, après. Ils ont gardé ça de la culture américaine, c'est d'être dispo. Et ouais, je pense qu'il faut aller voir, c'est très particulier, donc je pense qu'il faut aller voir des gens comme ça. Et là, pour le compte, le CES peut être un bon spot pour croiser du monde. Ouais.
moi, je suis B2B, c'est plus mon expérience. Oui. Une question? Une dernière question? Bon, très bien. Merci. Merci à tous.